Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous sommes effectivement avec Frédéric Rosier, gérant chez Mirabeau France. Bonjour. Bonjour. On fait un bilan ce matin à 60 jours après l'invasion de l'Ukraine et la réaction des marchés. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 mois sur les marchés financiers? Alors, étonnamment, à cette entre guillemets date anniversaire, on est revenu quasiment au point près au moment du décrochage du 23 février. C'est assez étonnant. Donc, effectivement, on a gommé... Je dirais que c'est assez traditionnel sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'au-delà du choc émotionnel qu'on a tous au moment d'un fait comme celui de l'invasion ukrainienne, on a eu un rebond relativement rapide, tout simplement parce qu'on a regardé, on a observé un peu ce qui se passait au niveau des entreprises, et force est de constater aujourd'hui, vous parliez ce matin de Kering, les résultats sont bons. Ils tiennent la route. On a vu ceux de Danone, ceux de L'Oréal, ceux de LVMH. Voilà, c'est assez impressionnant. On se rappelle que l'année dernière, on a eu même Renault ce matin, vous avez vu, moins de 7% au premier trimestre. Bon, il faut dire qu'il y a la pénurie de semi-conducteurs et c'est pas catastrophique, quoi. Non, mais lorsqu'on regarde un peu le chiffre d'affaires de l'année dernière, le résultat net de Renault l'année dernière, la partie russe, c'est 100 millions sur 1,6 milliard. Donc il faut relativiser un petit peu. Alors c'est vrai qu'en termes de chiffre d'affaires, de vente, c'est 500 000 véhicules sur 2,5 millions, donc ça paraît impressionnant. Mais lorsqu'on reporte ça sur finalement le résultat net, ce qui nous intéresse, on s'aperçoit que c'est une partie tout à fait supportable, même pour Renault, qui est la société peut-être française la plus impactée avec Total. Alors néanmoins, Frédéric Rosier, il faut faire attention à cet effet. Effectivement, on est revenu au niveau d'avant-crise. Il y a eu des rotations sectorielles. Énorme. C'est-à-dire que faut se rendre compte un peu du scénario qui a totalement évolué à partir du 23 février. On était dans une optique de croissance en Europe avec une inflation contenue. Alors qu'aux États-Unis, on avait une inflation qui commençait déjà largement à déraper et une croissance qui était, somme toute, à peu près équivalente à celle anticipée en Europe. Donc tout naturellement, les investisseurs se sont adressés au marché européen qui était 20% globalement moins cher, on va dire c'est historique, 20 à 30% moins cher que le marché américain. Donc les valeurs de croissance, notamment, ont énormément profité au début d'année de cet état de fait. Par exemple? Alors on avait l'ensemble des entreprises, alors je dirais croissance et cyclique d'ailleurs, qui ont profité de cet état de fait. Donc on avait par exemple de l'industrie, on avait de la construction, on avait des entreprises technologiques, les semi-conducteurs par exemple qui étaient en forte hausse, des STM par exemple. Et le scénario du 23 février a inversé cette tendance et on a vu un rebond notamment des valeurs, on va dire, plus résilientes dans des cas de conflit bien évidemment, mais aussi d'un scénario économique qui est en train de changer, plus dans un scénario presque de stagflation. Les fameuses entreprises qui ont le pricing power. Pas seulement. D'ailleurs, pricing power, on l'a vu dans le luxe, puisque les résultats sont records pour LVMH, notamment Hermès. On voit que c'est relativement fort parce que ces sociétés sont capables de translater l'inflation de la partie production aux consommateurs. Quand vous êtes capable de payer un sac 30 000 euros, vous êtes capable de payer 33 000 euros, ça ne change pas. Par contre, on a eu aussi une très forte résilience dans ces capacités, dans ces sociétés qui ont une capacité de répercuter l'inflation directement aux consommateurs. Je pense notamment à la distribution. Et le parcours exceptionnel de Carrefour, par exemple. C'est vrai. On voit aussi Walmart aux États-Unis, Couche-Tard, par exemple, au Canada. C'est des sociétés qui sont à plus 30, plus 40 depuis le début de l'année. Donc on voit bien qu'il y a ces sociétés qui ont une forme de résilience. Pas seulement, on a aussi les sociétés du secteur de la santé qui ont une croissance de 5-6% avec des rendements relativement élevés. Et dans un contexte aujourd'hui où, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les taux d'intérêt ont quand même tendance à fortement remonter. On l'a vu hier avec la Fed et dans les projections, on est notamment Bullard, qui est le président de la Fed de Saint-Louis, le rappelait, la tentation d'aller sur 350 points de base de hausse. C'est un mouvement que moi personnellement j'ai jamais connu un cycle haussier sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on sort de 40 ans de baisse des taux. Donc, d'ailleurs, tous les gens qui sont sur les marchés quasiment n'ont connu que la baisse des taux, en grosse tendance. Donc, il va falloir s'adapter à ce nouveau paradigme qui est une remontée des taux, qui va s'inscrire peut-être dans la durée, et une inflation beaucoup plus forte. Donc, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder les entreprises qui sont capables de générer de la croissance et du dividende. Du dividende, pourquoi? Pour contrebalancer la déperdition monétaire que vous avez sur l'inflation. Et on a vu des sociétés à fort rendement progresser de manière considérable. À l'inverse, les sociétés de croissance, même le luxe, et surtout le luxe, quelque part, ont souffert de cette qu'on appelle la compression des multiples. Dans un cadre de remontée de taux, les entreprises qui se payent relativement cher souffrent le plus. On a vu des Dassault Systèmes également souffrir. Donc la tech, on a vu le Nasdaq hier encore,
le secteur du luxe contracté de manière considérable dans cette période. Et on ne parle pas des valeurs comme Netflix, hein, par exemple, qui s'effondrent parce que voilà, le retour à la réalité, quoi. Hein. Ah oui. Pas seulement, il y a PayPal aussi. Ouais, c'est-à-dire que c'était les entreprises un peu symboliques de la phase 2017, 2018, 2021, on va dire, qui était une phase d'exubération, de création monétaire. Donc on a accepté de payer ces entreprises, des fois avec des multiples exubérants, quand il y avait un multiple, des fois elles perdaient de l'argent. Et là, on est plutôt dans un changement de vision qu'on a de ces groupes, tout simplement parce qu'elles sont dans un secteur en plus concurrentiel. On voit aujourd'hui Netflix, il y a 5-6 Hulu, Disney et compagnie qui sont là pour... Après, c'est quand même toujours étonnant que les investisseurs s'en aperçoivent en une journée. C'est-à-dire qu'on fasse moins 40%, que tout d'un coup on réalise qu'il n'y a pas que Netflix, mais qu'il y a Disney et Hulu. Voilà. Mais c'est le cycle de la vie. Je veux dire, si vous souvenez-vous, en 2000, vous surfiez sur quel moteur de recherche en 2000 Il y a un truc très moutonnier quand même. Tout d'un coup, tout le monde se dit, ah bah tiens, Netflix, ça vaut pas 100, ça vaut 60. Bon. Oui, parce que alors Netflix, elle a perdu 200 milliards en bourse. Hein. Ouais. C'est vraiment une contraction relativement forte. Mais il y a une problématique, c'est la génération de free cash flow, parce qu'on sait, pour résister dans ce métier-là, il faut avoir du contenu. Bon. Et le contenu, il faut le payer. Et donc, si vous n'avez pas suffisamment de cash flow pour faire face à cette besoin de capex d'investissement, vous souffrez de la concurrence. Merci beaucoup, Frédéric Rosier, gérant chez Mirabeau France. C'est toujours passionnant. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.